Tu scrolles. Tu tombes sur la photo de quelqu'un en vacances. Une villa. Une piscine. Le soleil parfait. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose se serre dans ta poitrine. Pas de la tristesse. Pas vraiment. Quelque chose de plus subtil. Plus ancien. Quelque chose que tu n'as pas choisi de ressentir. Alors tu continues à scroller. Mais cette sensation, elle reste là. Pourquoi ton cerveau fait-il ça? Pourquoi est-ce que comparer ta vie à celle des autres semble aussi naturel que respirer? La réponse n'est pas dans ton téléphone. Elle est dans ton crâne. Et elle remonte à des centaines de milliers d'années avant qu'Instagram n'existe. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux. Il a été conçu pour te maintenir en vie. Et pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, survivre voulait dire une seule chose, ne pas être laisse pour compte. Dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, être exclu du groupe signifiait la mort. Pas métaphoriquement. Réellement. Personne ne survit seul dans la savane africaine. Tes ancêtres qui ne se souciaient pas de leur statut social dans le groupe mouraient. Ceux qui surveillaient constamment leur position et qui mangeaient quoi, qui dormaient où, qui avaient accès aux meilleures ressources avaient plus de chances de survivre et de se reproduire. Tu es le descendant direct de ceux qui comparaient. Le chercheur Léon Festinger a donné un nom à ce mécanisme en 1954. Il l'a appelé la théorie de la comparaison sociale. Une idée centrale et simple mais dévastatrice, les êtres humains ont un besoin fondamental d'évaluer leurs propres opinions et capacités. Et pour ce faire, ils se comparent aux autres. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas de la jalousie pathologique. C'est un système de navigation cognitif intégré. Mais voilà le problème. Ce système n'a pas changé. Et le monde, lui, a radicalement changé. Pendant des millénaires, tu ne te comparais qu'aux personnes de ton village. Peut-être une centaine d'individus. Les variations de statut étaient visibles et réelles. Si quelqu'un mangeait mieux que toi, tu le savais parce que tu chassais avec lui. Si quelqu'un avait un abri plus solide, c'est parce que tu dormais à quelques mètres de distance. La comparaison était ancrée dans la réalité tangible de ta communauté. Aujourd'hui, tu te compares à des milliers de personnes par jour. Des personnes que tu ne connais pas. Des personnes dont tu ne vois que les moments les plus parfaits, les plus choisis, les plus filtres. Ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il voit une image. Il la traite comme une information réelle sur le statut de quelqu'un de ton groupe social. Et il réalisait l'ajustement, où est-ce que je me situe par rapport à cette personne? Ce mécanisme a un nom plus récent. Le psychologue Sonia Lubomirski, dans ses recherches publiées au cours des années 2000, a identifié que les individus les moins heureux sont précisément ceux qui s'engagent le plus spontanément dans la comparaison sociale ascendante, c'est-à-dire se comparer à des gens qu'ils perçoivent comme supérieurs. Ces individus ne choisissent pas de faire ça. Ça se produit automatiquement. Comme une réflexe. Pense à la dernière fois que tu as appris qu'un ancien camarade de classe avait été promu, achète une maison, ou lance une entreprise qui marchait bien. Même si tu n'as rien contre cette personne, même si tu lui veux sincèrement du bien, quelque chose dans ta poitrine a réagi. Un léger malaise. Une imperceptible contraction. C'est ton cerveau qui fait une mise à jour de tableau de bord. Position sociale, révisée à la baisse. Ce n'est pas toi qui es mesquin. C'est ton cerveau qui fait son travail. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que la comparaison sociale ne fonctionne pas uniquement vers le haut. Elle peut aussi fonctionner vers le bas. Les chercheurs appellent ça la comparaison sociale descendante, te comparer à des personnes qui ont moins que toi, ou qui traversent des épreuves plus difficiles. Et cette forme de comparaison produit quelque chose de très différent. Pas de l'envie. Quelque chose qui ressemble davantage à du soulagement, voire de la gratitude. L'étude de Thomas Wills en 1981 documente ce phénomène de manière troublante. Les personnes qui se sentent mal dans leur peau ont une tendance naturelle à chercher des comparaisons vers le bas pour se sentir mieux. C'est pour ça que les nouvelles catastrophiques nous attirent. C'est pour ça que les émissions de télé-réalité où tout tourne mal pour quelqu'un d'autre ont quelque chose de secrètement satisfaisant. Ton cerveau cherche des preuves que ta position n'est pas si mauvaise après tout. Est-ce que ça te rend mauvaise personne? Non, ça te rend humain. Alors que se passe-t-il quand tu ouvres une application comme Instagram ou TikTok? Ton cerveau entre dans un état de comparaison sociale quasi continue. Chaque image est une donnée. Chaque vidéo est un point de référence. Des milliers d'ajustements de statut à la minute. Et comme ces plateformes sont optimisées pour maximiser l'engagement et donc pour activer les mécanismes émotionnels les plus puissants, elles sont particulièrement douées pour te montrer exactement ce qui va déclencher cette boucle. La recherche de Jean Twenge, notamment son livre publié en 2017, montre une corrélation troublante entre l'augmentation du temps passe sur les réseaux sociaux et la diminution du bien-être psychologique, en particulier chez les adolescents. Mais attention, la corrélation n'est pas la causalité. Ce n'est pas simplement le fait de regarder des images qui posent problème. C'est le type de comparaison que ces images déclenchent. Parce que voilà ce que ton cerveau ne comprend pas, les personnes que tu suis en ligne ne vivent pas dans une réalité différente. Elles vivent dans la même réalité que toi, avec les mêmes douleurs, les mêmes doutes, les mêmes matins difficiles. Mais ce qu'elles montrent, ce qu'elles choisissent de montrer, c'est un résumé fortement édité de leur existence. Le meilleur repas de la semaine. Le seul lever de soleil où elle était debout. Le jour de l'année où tout s'est bien passé. Ton cerveau compare ta vie entière, avec tous ses moments banals et ses journées grises, à la version cinématographique de la vie des autres. C'est un combat truc. Et tu ne peux pas gagner un combat truc. Mais il y a quelque chose que tes ancêtres n'auraient jamais imaginé, tu peux en prendre conscience. Le simple fait de nommer ce mécanisme, de comprendre que la contraction dans ta poitrine quand tu vois la photo de quelqu'un en vacances est un signal évolutif repure pause, pas une vérité sur ta valeur, change quelque chose. Pas immédiatement. Pas complètement. Mais ça change. Les psychologues appellent ça la distanciation cognitive.
Créer un espace entre le stimulus et ta réaction. Voir le mécanisme fonctionner au lieu d'être le mécanisme. Et la recherche de James Gross sur la régulation des émotions a montré que les personnes capables de pratiquer cette forme de recul émotionnel reportent des niveaux de bien-être significativement plus élevés sur le long terme. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, elle se développe avec la pratique. Ton cerveau vieux de 300 000 ans ne peut pas être reprogrammé, mais il peut être compris. Et comprendre pourquoi tu fais quelque chose, c'est déjà modifier ta relation à ce quelque chose. La prochaine fois que tu scrolleras et que tu sentiras cette contraction familière, tu pourras te dire, c'est mon système de navigation sociale qui fait une mise à jour. C'est un outil conçu pour la savane, pas pour Instagram. Et tu pourras choisir pas toujours, pas parfaitement et de ne pas laisser cet outil définir ce que ta vie vaut réellement. Tu scrolles. Tu tombes sur la photo de quelqu'un en vacances. Une villa. Une piscine. Et cette fois, au lieu d'une contraction, tu remarques juste, ah, voilà mon cerveau qui fait son travail. Et tu continues ta journée.